Bienvenue sur ce workshop numéro 2 sur le financement, circuit de financement des entreprises Deep Tech. Donc je vais commencer par un tour de table pour que vous puissiez savoir qui est avec nous sur ce workshop. On commence par le fond. Pascal, s'il te plaît. Merci Isabelle, bonjour à toutes et à tous. Pascal Gauthier, Chambre de commerce et d'industrie du Puy-de-Dôme. Bonjour, Philippe Coche, délégué innovation de BPI France pour la région de Clermont-Ferrand. Johan Ribé, directeur de participation chez Sofimac Région, un investisseur financier. Bonjour, Alexandre Prévost-Mani, cofondateur de l'entreprise Sabi Agri, qui conçoit des tracteurs électriques. Bonjour, Olivier Bernasson, je suis entrepreneur, business angel et président de la French Tech Clermont-Auvergne. Et Isabelle Mounier, directrice de l'incubateur Buzy. On s'est déjà vu à plusieurs reprises. Alors, pour avancer sur ce workshop, le financement, c'est le nerf de la guerre pour toute entreprise, mais en particulier et plus précisément et de façon plus dense et importante sur les entreprises Deep Tech. Donc, je vais vous demander, Alexandre, de nous présenter un petit peu votre parcours entrepreneurial, nous expliquer d'où est partie votre idée de création d'entreprise, votre volonté de création d'entreprise. Et puis, au fur et à mesure de votre parcours, on va expliquer un petit peu les différents financements que vous avez pu obtenir et on donnera des éclairages avec les personnes qui sont autour de nous aujourd'hui. Oui, Sabi Agri, donc c'est une entreprise qui conçoit et qui commercialise des agroéquipements innovants, donc des tracteurs électriques. On a pris attache auprès de Buzy, donc l'incubateur auvergnat, en décembre 2015, si ma mémoire est bonne, oui. Pour une entreprise qui a été créée avec Laure, donc la cofondatrice, en août 2017. Nous venons de fêter nos 3 ans. Et aujourd'hui, nous sommes 15 et on passe de devenir 17 salariés au sein de l'entreprise. D'accord. Alors peut-être sur les parties financement, comment ça a pu se dérouler. Avant la création, donc tous les dispositifs vraiment anté-création qui ont été portés par finalement l'incubateur Buzy et qui ont été portés aussi par la BPI France. Donc on a eu une bourse French Tech anté-création. Peut-être donc qui a... Philippe, si tu veux expliquer un petit peu, oui. Donc, au moment du démarrage de l'entreprise, mais même avant l'entreprise, puisque c'était avant la création, puisque ça date de 2016 par rapport à la création de 2017. Il y a un dispositif qui permet d'accompagner les porteurs de projets. On était même avant, donc c'était Monsieur en direct qui a été accompagné dans le cadre de sa réflexion, de son étude de marché, de son positionnement stratégique, par une première étape de financement qui aujourd'hui, j'ai élargi un petit peu la discussion par rapport à la Deep Tech, puisqu'à l'époque ça n'existait pas, je suis désolé, ça on l'a fait depuis, mais c'est aussi l'intérêt de la Deep Tech aujourd'hui, c'est qu'on a le même dispositif de bourse French Tech dédié à la Deep Tech aujourd'hui et qui permet surtout de faire plus vite, plus fort, puisque les montants peuvent aujourd'hui aller jusqu'à 90 000 €. À l'époque, c'était 30 000 sur ces bourses French Tech. Donc on peut aussi aller plus vite et accompagner plus fortement les entreprises par ces premières étapes de faisabilité, de validation stratégique, économique et marché. Oui, en fait, concrètement, la bourse French Tech, c'était une enveloppe qui nous a permis de faire une étude de marché. Donc on a pu valider en fait ce qui avait été pressenti. La particularité de l'entreprise, c'est qu'on a vraiment une scission technologique, donc étant ingénieur mécatronicien et agriculteur, et avec Laure, quand on a mis un peu tout ça dans la balance et quand on a vu les manques qu'il y avait sur notre marché, on a commencé dans le garage, voilà. Alors peut-être comme certaines entreprises de la Deep Tech. Et ce qui s'est passé, c'est que fabriquer des tracteurs électriques avec des accumulateurs lithium, des cartes électroniques qui ont un certain coût, il a fallu donc le concours de Buzy, mais je pense qu'on en reviendra pour financer ces équipements. Une étude de marché donc, qui a été financée effectivement avec le dispositif French Tech anté-création et le brevet, le premier brevet qui a été même élargi au niveau international, le premier dépôt a eu lieu avant la création de l'entreprise. Ça a permis aussi, lors de la levée de fonds, de pouvoir valoriser l'entreprise 1 an et demi après. Voilà, c'est ça. Dans le cadre des démarches anté-création, il y a effectivement cette bourse French Tech, mais il y a aussi Buzy qui vous a ouvert un budget, qui a permis de financer ce premier dépôt de brevet, effectivement, et qui a permis de financer un premier prototype. Alors le prototype, vraiment le tout premier. Voilà, c'est vraiment la preuve de concept. Oui, parce que quand on voit l'évolution, ça n'a plus rien à voir avec le produit tel qu'il est aujourd'hui. Évidemment, nous, le but sur cette première phase, avant même de créer l'entreprise, c'était de montrer que
l'innovation était réelle. Donc on montrait qu'on pouvait produire des denrées alimentaires, des énergies caloriques d'alimentaires en consommant 10 fois moins d'énergie pétrole. Donc pour ça, il a fallu faire un prototype qui effectivement était peut-être pas très sexy, entre guillemets, mais au moins qui avait la particularité de fonctionner. Et ça, c'était grâce donc, au matériel qu'on a pu avoir. Et on n'en a peut-être pas parlé ici parce qu'ils ne sont pas présents, mais la région, à l'époque, la région Auvergne, nous avait aussi salariés. Donc, du coup, permettait aux porteurs de projets d'être salariés, ce qui est une aide précieuse, en fait, quand on... Alors justement, vous nous faites un beau parallèle avec des dispositifs qui n'existaient pas à votre époque, mais qui ont pris le relais, justement, de ces financements dont vous parliez. Pascal peut nous en parler, puisqu'il est porte d'entrée sur ces dispositifs-là. Oui, c'est ça. Voilà. On toque à ma porte, et puis j'ouvre et je dis coucou. Il y a un premier dispositif, effectivement, qui a pris le relais de la Bourse Innovation à l'époque de l'Aix-Auvergne, qui est le Fonds métropolitain pour l'innovation. La particularité, c'est que c'est un dispositif qui est valable à partir du moment où vous voulez implanter votre entreprise sur la métropole de Clermont-Ferrand. Peut-être que ça pourra s'étendre à d'autres villes dans le futur, mais pour l'instant, c'est ce périmètre-là. Ça permet d'obtenir une bourse pour des frais personnels. Ça, c'est important pour le porteur de projet. Donc, pour lui permettre de vivre, de pouvoir se consacrer à 100% à son projet pendant une période de 12 mois, à condition d'être accompagné par un incubateur, donc en particulier Buzy et d'autres sur le territoire, de telle sorte que le projet puisse à la fois, que ce dispositif puisse permettre aux porteurs de projet d'être à 100%, mais aussi d'être accompagnés. Voilà, et on va jusqu'à 20 000 euros de bourse pour le porteur de projet, plus des frais externes qu'on finance jusqu'à 5 000 euros. Voilà. Donc ça a un petit peu évolué par rapport à... Oui, mais c'est vrai que ces premiers financements, finalement, sont primordiaux, puisqu'on est dans cette phase où il y a un concept, il y a une idée, et il faut apporter du concret, il faut aussi apporter des preuves lorsqu'on va créer l'entreprise, lorsqu'on va solliciter les investisseurs et lorsqu'on va aller chercher nos marchés aussi. Et donc, sachant que l'entreprise a aussi une vocation industrielle, finalement, c'est quelque chose qui est très capitalistique. Et donc, tout ce temps, il y a le temps homme, mais il y a aussi ces investissements qui sont importants de pouvoir alléger un petit peu sur la porte-monnaie personnelle. Voilà, c'est ça. Donc si je reprends, vous avez un premier prototype, vous avez votre brevet, vous avez votre étude de marché, vous avez les arguments que vous allez pouvoir placer face à vos futurs clients. Oui. Et donc maintenant, il faut un petit peu plus d'argent pour pouvoir consolider la création de l'entreprise cette fois-ci et aller chercher les fonds propres qui vont vous permettre de vous développer. Donc par rapport à ça, vous aviez de l'argent que vous avez investi. C'est ça. Alors, personnellement. Laure et moi-même, on a investi du coup de l'argent, de l'épargne personnelle, effectivement, qui a été injecté dans l'entreprise. Et ensuite, on est allé chercher un prêt d'honneur avec un dispositif AT2I+. Je vais redonner la parole à Pascal. Voilà, c'est l'autre porte, c'est la porte d'à côté, c'est toujours moi. Donc, AT2I+, c'est un dispositif qui est porté par une association, une plateforme d'initiative locale, qui est Initiative Auvergne pour l'innovation et la transmission, et qui du coup permet de mobiliser un prêt d'honneur. Donc un prêt d'honneur, c'est un prêt personnel. Ça permet d'emprunter pour renforcer les fonds propres de l'entreprise. On peut aller jusqu'à 40 000 euros de prêt personnel, 80 000, peut-être même encore plus s'il y a un suivi par l'incubateur. L'idée, c'est d'arriver surtout à un stade de maturité du projet pour lequel on a dépassé toutes les étapes de faisabilité. Il reste peut-être encore un certain nombre d'aléas dans le projet, mais au moins, on sait où on va, on sait poser les hypothèses et on sait les justifier. Et ça, c'est un point qui est essentiel. D'accord. Donc on a ces fameux fonds propres qui sont consolidés. Ça nous permet d'aller voir BPI cette fois-ci. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des différents financements BPI? Puis je donnerai la parole à Philippe que vous avez obtenu. Et puis je donnerai la parole à Philippe pour vous expliquer un petit peu... Alors effectivement, à la création, on avait à hauteur des capitaux propres qu'on amène, mais qui ont été consolidés finalement par ces prêts d'honneur. On a pu déjà solliciter des emprunts bancaires un peu plus classiques auprès du Crédit Agricole, pour commencer. Et le BPI venait mettre le double des fonds propres en emprunt. Et donc, ça a permis effectivement d'arriver avec un certain capital, surtout sur, comme on le disait, sur une entreprise industrielle, à vocation industrielle, qui a permis de faire les décollages. Philippe ?
Je confirme effectivement que l'accompagnement du réseau local, en fait, avec tous les présentations et les financements qui ont été faits, y compris vos apports personnels, permettent de faire un effet de levier en fait, sur l'ensemble. Donc le travail en réseau, l'accompagnement au quotidien et les différentes sollicitations nous permettent aussi d'accompagner, notamment via un prêt d'amorçage qui avait été évoqué il y a quelques instants, sur l'effet de levier des autres financements personnels, prêts d'honneur, pour accélérer encore ces premières étapes, l'idée étant pour l'ensemble des acteurs, je crois, d'accompagner l'entreprise sur la durée et de la faire croître et se développer. Donc à chaque étape de son développement, et je pense qu'on va parler de la suite après, on va pouvoir faire un effet de levier commun avec l'ensemble des financements et de ce que l'on peut mettre. On avait fait aussi à ce moment-là une avance remboursable, mais c'était l'idée d'accompagner tous les financements propres que vous aviez pu amener, le propre étant dans tous les sens du terme, d'amener un effet de levier complémentaire sur les dépenses de deuxième prototype peut-être, qui est plus fonctionnel et plus opérationnel. Oui, c'est ça. C'est tout à fait le cas, puisque à partir de... l'entreprise a été créée finalement en août 2017, et avec ces fonds qu'on a pu avoir, ces effets leviers, ça nous a permis d'avoir ce second prototype qui a été présenté à un salon professionnel. Là, on était vraiment beaucoup plus mûrs d'un point de vue technique. On a eu le premier prix d'innovation sur le plus gros salon de l'agriculture bio européen, ce qui a été vraiment le coup de départ de l'entreprise finalement. Sachant que ni Laure ni moi n'étions salariés de l'entreprise à ce moment-là. Et ça a permis aussi de prouver l'appétence du marché. On avait déjà eu la partie étude de marché très formelle qui avait été faite avant. Ici, on a vraiment toute la profession qui du coup nous a dit effectivement le produit a sa place ici. On est vraiment dans l'innovation puisqu'on était sur un concours d'innovation. Et ça nous a permis dans les 6 premiers mois déjà de gagner ce prix qui était très, très important d'un point de vue marché. Et 6 mois après, on a pu aussi montrer que les compétences technologiques qu'on avait étaient vraiment dans l'air du temps, puisqu'on a été, alors je ne sais pas, sélectionné, comme on dit, par l'ANR, l'Agence nationale de recherche, sur donc un gros challenge pour toutes ces problématiques de glyphosate qu'on a en ce moment. C'est ça. Et donc, ça a permis aussi de prouver l'excellence scientifique qu'il y avait derrière cette démarche et le côté deep tech. C'est ça. C'est ça, parce qu'en fait, vous avez la particularité d'être à la base un projet qu'on dit externe, dans notre jargon start-up, c'est-à-dire qui n'était pas lié particulièrement au monde de la recherche, et vous vous êtes lié par la suite par le biais de cette ANR, et c'est comme ça que vous avez eu le label dit Deep Tech. Parce que pour la petite histoire, on peut peut-être dire, puisqu'on a un petit peu de temps, que ça a été un petit peu compliqué pour vous de passer notre comité de sélection BUSI, parce que de faire comprendre l'innovation sur votre projet. Oui, alors le projet était innovant. C'était un projet d'ingénierie agricole, donc on avait quelque part construit le terme de cette compétence-là. Ça veut dire qu'on apporte un certain savoir-faire et des solutions en rupture techniquement avec ce qui se fait de manière, à ce que j'expliquais tout à l'heure, pouvoir produire en fait ce qu'on arrive à produire aujourd'hui en France comme calories élémentaires, que ce soit des céréales, des légumes, des fruits, mais en le faisant de manière sobre, puisqu'on arrive à consommer 10 fois moins d'énergie, du fait qu'on est électrique, mais surtout du fait que notre architecture mécanique est beaucoup plus légère, donc on tasse moins le sol, donc on a besoin d'aller moins profond. Et en fait, ce cercle vertueux est aussi important au niveau de la rupture que le passage du cheval au tracteur thermique. Et ça, effectivement, pour le comité de sélection, alors je ne sais pas les raisons derrière, mais on était peut-être différent de choses qui étaient peut-être purement numériques ou issues peut-être des laboratoires, alors qu'en fait, a posteriori, et ça c'est l'expérience de l'ANR s'est renouvelée, puisque maintenant on est associé à l'INRAE, qui est l'institut de recherche le plus prestigieux dans notre domaine. Et donc l'entreprise a été revue encore là-dessus cette année. Et finalement, on s'apercevait que l'INRAE avait déjà les travaux dans ce sens-là et qu'on apportait une solution marché sur ces problématiques chercheurs qu'il y avait déjà à l'époque. Voilà, donc pour la petite histoire aussi, c'est qu'on ne n'est pas forcément toujours Deep Tech, mais on peut le devenir par la suite. Et ce qui nous amène sur le financement, le fameux concours ILAB, puisqu'avec ce label Deep Tech, nous nous sommes dit, on vous a rappelé après la création en vous disant, tiens, ce serait peut-être bien de candidater à ce fameux concours. Est-ce que vous pouvez nous... Oui, alors c'est vrai que c'est ce qui est intéressant avec l'accompagnement de l'incubateur. C'est effectivement, il y a eu un accompagnement financier en amont, il y a tous les réseaux qui ont été ouverts par l'incubateur, mais ça a été aussi un accompagnement post-création,
finalement, puisque encore, peut-être de moins en moins, mais encore, encore 2 ans après la création, on vient demander un petit peu où en sont les dispositifs. Et donc le concours ILAB faisait partie de tout ça, ce qui fait que donc la cofondatrice alors a pu monter ce dossier sur les conseils de Buzzy. Et même si nous n'étions pas dans la biotech, même si nous n'étions pas dans le numérique ou les satellites, qui sont apparemment normalement les fers de lance de la deep tech, nous avons été lauréats et même Grand Prix ILAB. Donc, en 2018. En 2018. Philippe, je vais te laisser expliquer un petit peu ce que c'est que ce fameux concours ILAB. Oui, alors le concours, et félicitations, même a posteriori, on peut encore le dire. Oh oui, on peut le dire. On peut encore le dire, et puis le Grand Prix aussi était important. Le concours, c'est un concours du ministère de la Recherche, qui est opéré par BPI France depuis 1999. Donc c'est un vieux concours, mais qui récompense des jeunes sociétés tech, donc deep tech. Et effectivement, on n'est pas toujours deep tech, mais on peut le devenir. Et le lien labo, qui sont les critères un peu d'évaluation des projets deep tech, le lien labo, les brevets, tout ce que vous avez décrit, les avantages concurrentiels, le positionnement, et un temps d'accès marché peut-être un peu plus long par rapport à des besoins de fonds et des levées de fonds. Ce concours permet de récompenser un certain nombre d'entreprises tech avec des subventions relativement importantes. Une sélection un peu drastique, donc encore bravo, puisqu'on est en gros 20-30% de lauréats sur le nombre de candidats, donc ça reste un taux de sélectivité important. Et donc ça permet de continuer la démarche d'accompagnement et effectivement d'arriver à cet aspect deep tech, puisque c'est quand même un peu l'objet de la journée, de parler de deep tech sur lequel l'objectif c'est vraiment de faire foisonner le maximum en interne ou en externe, rattaché venant des laboratoires ou rattaché à d'autres technologies de laboratoire a posteriori, de maximum de projets pour participer à ces concours et à ces financements pour accélérer le développement des produits. Donc c'est un concours qui a lieu tous les ans. Préparez-vous pour la prochaine édition. Voilà, le cahier des charges devra arriver en décembre pour un dépôt en février. Je fais un peu de promotion en même temps. Alors ce concours ILAB et ce grand prix du jury, pour donner quand même un ordre d'idée sur les volumes financiers que ça peut représenter, c'est loin d'être négligeable sur une entreprise deep tech, et c'est de la subvention. C'est de la subvention à hauteur de 70%. Oui. Donc je ne veux surtout pas raconter de bêtises, donc je ne donnerai pas les montants, mais c'est effectivement des montants qui sont conséquents pour des programmes ambitieux, puisque c'est le cas des efforts R&D qui ont été consentis par Sabi Agri depuis le début. Là, ça fait 3 ans qu'on existe, et on est des taux de dépenses R&D qui sont vraiment très très forts, et peut-être que ça caractérise aussi les entreprises innovantes ou les entreprises qui font des gros efforts là-dedans, et donc ce soutien a été particulièrement important, et ça a pu aussi faire un effet levier, encore une fois, auprès des investisseurs, puisqu'on arrive là en 2018, donc à mi-2018, où on fait notre première levée de fonds, qui a fait rentrer au capital Sophie Mac Partners, qui a fait rentrer le Crédit Agricole Centre France Innovation et un business angel, qui sont rentrés dans la société. Et qui sont rentrés tous au même moment, en fait, sur le même tour de table. D'accord. Donc ça va nous faire un passage de relais avec Johan Ribet de Sofimac. Johan, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que vous avez parlé d'investisseurs, de capital risqueur? Est-ce que tu peux donner un peu plus d'exemples? Et dans le domaine de la deep tech, comment ça se matérialise? Alors, la deep tech, c'est une partie du capital investissement, le venture capital. On est sur de l'innovation et on a des fonds qui sont en général dédiés à l'innovation. Alors, on a même des fois des fonds dédiés à des secteurs bien spécifiques. Pour le coup, sur Sabi Agri, on est intervenu plutôt avec des fonds dédiés à l'innovation au sens large, et c'était plutôt des outils de proximité, donc plutôt territorial. Voilà, et les fonds, ce sont les fonds Jérémy dans lesquels on est intervenu, qui sont des fonds issus, qui sont des fonds publics issus du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et de fonds européens, mais gérés de façon privée. Donc l'objectif étant de ne pas avoir de problèmes de concurrence, des concurrences déloyales, on va dire, vis-à-vis des autres investisseurs, mais plutôt d'intervenir sur des projets peut-être un petit peu plus risqués, peut-être un peu plus en amont. Et dans le domaine de la deep tech, on est souvent confronté à ça. Oui.
Donc ce sont plutôt des fonds qui ont une certaine taille, des tickets d'investissement qui sont plutôt en rapport avec ces premiers tours de table, qui ne sont même pas des séries A, si on utilise des gros mots financiers, mais on est bien assez en amont encore, et ça représente quelques centaines de milliers d'euros quand même, qui permettent là aussi de faire effet de levier sur les différents acteurs, bancaires, BPI. L'idée, de toute façon, c'est bien de s'insérer toujours dans cette chaîne de financement et d'arriver à cette étape-là, qui est souvent la phase, les dirigeants ont commencé à se frotter un petit peu au marché commercial, à la commercialisation, aux clients, et en même temps n'ont pas forcément fait leur première vente. C'est pas une obligation, très clairement. Par contre, il faut avoir une crédibilité dans la présentation qu'on doit faire aux investisseurs. Et donc, la meilleure crédibilité, c'est de confronter aux clients, c'est de confronter au marché. Et du coup, Savery, on était dans cette thématique-là. Voilà, c'est ça. Vous nous avez parlé aussi, Alexandre, d'un business angel. Oui. Oui. Donc la différence, tu peux nous l'expliquer, Olivier, par rapport à un capital risqueur? C'est pas la même chose, il ne faut pas confondre. Le business angel, c'est souvent une personne physique, même si elle a un véhicule d'investissement qui peut être sa holding personnelle, par exemple, mais qui souvent a été un entrepreneur et qui réinvestit dans des entreprises, alors dans des entreprises innovantes ou pas, mais depuis quelques années, c'est principalement dans des entreprises innovantes. Alors avec un problème concernant la Deep Tech quand même, à mon sens, c'est que ce sont des problématiques compliquées et qu'on a du mal à investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Oui, donc là, Sabiagri a, je pense, aussi bénéficié du fait que c'était le moment d'une levée avec un fonds qui avait eu une expertise et qu'en plus, vous êtes tombé sur un business angel d'une taille plus que respectable qui est intervenu avec un montant important pour un business angel. En fait, la problématique de la Deep Tech est la même que celle qu'on retrouvait il y a quelques années avec le numérique, à savoir des gens qui étaient business angels en venant de l'industrie ou du commerce et qui ne comprenaient pas forcément les modèles économiques qui étaient en jeu. Et donc, on a toujours une vraie problématique de mise en réseau des entrepreneurs avec les business angels qui sont parfois isolés ou qui investissent en bande parce qu'ils se connaissent et qu'ils se font confiance les uns les autres. Et sur la Deep Tech, la sensation que j'ai, c'est qu'en plus, on est sur des scientifiques qui sortent de labos et donc un monde qui est au départ pas forcément très proche de l'entreprise, ni dans les langages, ni dans les modes de pensée, et que donc on a un vrai besoin de rapprocher ces deux mondes de manière beaucoup plus structurelle pour créer ces dynamiques d'investissement de gens qui ne sont pas forcément, et qui ne sont même d'ailleurs quasiment jamais des scientifiques. On va attendre la deuxième génération de gens qui auront gagné de l'argent avec les deep tech pour réinvestir dans la génération d'après. Ça commence. Mais bien sûr, mais dans le numérique, c'est le cas, bien sûr. Voilà, donc, mais ça dépend beaucoup du réseau. Voilà, c'est d'abord une affaire de réseau. Oui. Même s'il y a des plateformes aujourd'hui, et je suis allé faire un petit tour avant cette table ronde sur quelques plateformes, et il commence à y avoir sur les plateformes de crowdfunding et de business angel en collaboratif des boîtes de biotech, de deep tech, etc. Donc on sent qu'il y a une vague qui est en train de se mettre en place et que les business angels seront là, c'est sûr. Et vous alors, Alexandre, le profil de votre business angel, c'est par du réseau, mais finalement qui a commencé avec Buzzy, puisque c'était lors de la phase anté-création, on avait fait une étude de marché, et le cabinet qui a réalisé l'étude de marché connaissait des investisseurs, il avait parlé de manière complètement informelle, ils sont venus, on a reçu l'appel de cette personne-là, et donc un investisseur comment on appelle, le Next 40,
sur certainement une des prochaines licornes françaises, Sandin Blue, donc le créateur de Sandin Blue, qui ne nous avait jamais rencontrés, avec qui on a simplement échangé 2 fois au téléphone et qui a investi 150 000 € dans l'entreprise parce qu'effectivement, on n'avait pas de compétences dans le monde ni agricole, ni agronomique dans lequel nous, on est tous les jours, mais par contre, qui était intéressé par les valeurs, et je pense par le duo de dirigeants aussi, et je pense que beaucoup, surtout au stade où on arrive maintenant, ce qui fait la différence, c'est les compétences, l'envie, l'énergie qu'ont les dirigeants. Alors, vous pouvez peut-être en parler justement de ce duo de dirigeants, c'est un petit peu particulier dans votre cas de figure. Oui, alors effectivement, avec Laure, on est très complémentaires, puisque Laure était avocate auparavant. Moi, j'étais ingénieur mécatronicien et exploitant agricole aussi. Donc toutes ces compétences mises ensemble et voilà, toute cette énergie ensemble fait qu'il y avait cette émergence garage au début où on avait une phase assez technique, une phase commerciale où finalement Laure a passé d'avocate à commercial agricole. Et finalement, c'est cette énergie, je pense, qui après peut séduire ces business angels parce qu'ils ne vont pas effectivement entendre exactement ce que c'est que, je ne sais pas, l'agroécologie ou des choses comme ça, puisque ce n'est pas son cœur de métier, même s'il est très, très deep tech, Armand. Mais après, ils peuvent voir effectivement ce qu'on a derrière nous et puis aussi cette phase communication, voilà, quand on est primé sur les salons et des choses comme ça, on s'aperçoit que ça apporte de la crédibilité, forcément. C'est sûr. Je pense que l'équipe et la complémentarité et la valeur de l'équipe, c'est quelque chose qui est tout au long des acteurs et de la chaîne de financement, c'est une constante. Pour les fonds, c'est la même chose aussi. On peut investir sur un mauvais projet avec une bonne équipe, l'inverse, jamais. Vous m'évitez. Alors, vous nous l'avez dit, Alexandre, vous avez un projet industriel. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous sommes 15 collaborateurs, en passe de devenir 17. Voilà, c'est une question de semaines. Nous avons entre-temps construit notre site de production au Biopôle, donc juste à côté de Bezy. Symboliquement, c'est intéressant puisqu'on a passé juste une rue à côté, en passant de l'incubateur à l'usine. Alors il y a eu des phases par des pépinières. C'est vrai qu'il y a un écosystème clermontois qui est assez intéressant sur les pépinières. Mais donc là, c'est les partenaires bancaires traditionnels qui sont venus prendre le parti dur, entre guillemets, industriel de la chose. Et donc Crédit Mutuel Massif Central et la Banque Populaire. Et donc on a pu avoir ce site, ce qui fait que sur le site, maintenant, nous avons une équipe de 5 personnes qui fait la chaudronnerie, le câblage, le montage des tracteurs. Nous avons un BE avec 7 collaborateurs, un bureau d'études, pardon, avec 7 collaborateurs. Donc en fait, ce qui est intéressant dans ce projet industriel, c'est que nous avons des gens qui sont docteurs, des ingénieurs en robotique ou en mécanique, qui ont du coup des compétences très très fines et très appréciées, puisqu'on s'aperçoit qu'on réitère nos sélections avec l'ANR et qu'on est en lien avec des labos prestigieux. Et on est aussi avec des gens qui sont très très compétents sur la partie métallerie, chaudronnerie, donc ça fait une équipe très très hétérogène. Et donc c'est peut-être ça aussi la composante industrielle, ce qui fait qu'on a des métiers qui touchent voilà, au dur, entre guillemets. Et donc aujourd'hui, à peu près une 25-30 véhicules qui circulent en Europe maintenant, puisqu'on a passé le cap de l'Europe début de l'année. Et donc là, vu le potentiel du marché et le dynamisme qu'on peut avoir, on a continué de poser des brevets, on s'aperçoit qu'on est très très en avance là-dessus. On est en train d'enclencher notre série A pour pouvoir booster maintenant. L'industrie a besoin aussi de capitaux, donc c'est un profil peut-être un petit peu différent de ce qui se fait dans le numérique. On a peut-être des retours sur investissement qui sont un peu plus longs, mais je pense que c'est un petit peu dans l'air du temps aussi d'essayer de réindustrialiser et d'avoir ce contact avec la matière, avec le terrain, et ça c'est vraiment le cœur de l'entreprise. Oui, parce qu'aujourd'hui vous êtes propriétaire du terrain, vous êtes propriétaire du bâti. Alors effectivement, en tant qu'entrepreneur, nous sommes via une SCI propriétaire du terrain, et ensuite du coup l'activité industrielle, la SAS Sabi Agri, travaille sur dedans. Mais cette partie bâtiment a été vraiment une composante indispensable de notre projet. C'est pour ça que j'en parle. Oui. Voilà, et donc c'est pour ça que la confiance des banquiers était aussi quelque chose d'extrêmement important. On a des gens, on parlait des business angels tout à l'heure, des institutionnels avec des gens comme BPI ou après
public-privé, Sofimac, je ne sais pas comment dire, des privés avec fonds publics. C'est privé, hein. Voilà. Et derrière, il y a des gens beaucoup qui sont pas du tout sur le risque, qui du coup n'ont pas du tout les mêmes, pas du tout les mêmes oreilles finalement, donc avec qui on n'a pas du tout le même discours. Mais porter un projet industriel, fabriquer des tracteurs, où du coup nos clients, le panier moyen, c'est 50, 100 000 euros d'un investissement sur une entreprise qui au début forcément avait 1 an, 2 ans, bon, maintenant 3 ans et demi, on commence à avoir une certaine notoriété sur la place, mais il faut aussi inspirer confiance, il faut montrer qu'on est capable de faire des produits qui rivalisent avec la qualité de John Deere ou des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Le bâtiment est central là-dedans, puisqu'il faut travailler dans de bonnes conditions, il faut mettre des process qualité en place. Et c'est le défi qu'on a réussi à relever sur ce début d'année 2020, passer à l'étape supérieure avec les tracteurs qui passent en phase série. Voilà. Bon, série sur la production, série A sur le financement. Bon, voilà, c'est ça. Alors justement, merci. Série A sur le financement, Johan, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, tu as commencé à en parler tout à l'heure en disant qu'il y a différents stades, effectivement, de financement dans le capital risque. Oui, alors, on va dire, il n'y a pas de chemin ou de destinée toute tracée dans le monde de l'entreprise. Mais il y a des schémas qui se reproduisent quand même souvent. Et globalement, une société, quand elle démarre, elle va avoir besoin de fuel. Donc il y a différents financements à différentes étapes. Enfin, on va dire, si vous franchissez plus vite certaines étapes, vous allez avoir besoin de plus de puissance et donc avoir plus besoin de carburant. Donc, c'est là où, souvent, il y a une étape importante, en général, pour les sociétés deep tech. C'est ce qu'on appelle la série A. C'est le moment où on va faire une levée de fonds qui commence à devenir significative en termes de montant. Et c'est aussi le moment où, je dirais, des tiers investisseurs, là on ne parle plus de locaux, on parle plutôt des nationaux, voire des internationaux, voire aussi des industriels, qui vont intervenir donc de manière plus significative pour franchir une nouvelle étape, qui est souvent l'étape d'accélération, de développement de l'entreprise dans sa commercialisation, par exemple, mais ça peut être dans d'autres thématiques, notamment dans le domaine biotech. Bon, c'est le franchissement d'une certaine phase. Voilà. Et donc là, pour sa vie à Agri, l'idée, c'est effectivement de rentrer dans une série A, donc franchir une nouvelle étape, donc besoin de carburant, et donc trouver de nouveaux tiers, créer une confiance avec de nouveaux partenaires, et toujours, normalement, accompagner des anciens partenaires. Ça, c'est... Oui. Donc nous, en tant qu'investisseurs, actionnaires de l'entreprise, notre rôle, c'est aussi d'accompagner le dirigeant, d'accompagner l'entreprise et de pas vouloir, d'être un petit peu rassurant aussi vis-à-vis des investisseurs nouveaux et de ne pas vouloir partir à tout prix. C'est ça en général. Ça n'envoie pas un bon signal. Ça n'envoie pas un bon signal. Et puis, on a un rôle d'accompagnement. Donc, ça veut dire on doit effectivement se poser la question, est-ce qu'on est capable de remettre de l'argent, d'avoir ce rôle de suivi? En plus, c'est une levée de fonds, ça prend du temps. Est-ce que l'entreprise en a la capacité? Voilà. On est toujours en relation, en contact avec les dirigeants pour avoir ce type de réflexion-là. Et effectivement, c'est une étape, c'est une autre étape importante de l'entreprise. Mais bon, je dirais c'est comme dans la vie, il y a plein de moments forts, et puis après, ça redescend et on est reparti. Oui, oui. Juste pour rebondir, c'est vrai que le rapport qu'on a avec nos investisseurs, donc Sofimac, on est accompagné par Cécile, effectivement, qui apporte un point de vue pour nous qui est assez important, puisque nous sommes sur l'opérationnel. On a eu ce que le cahier des charges, entre guillemets, quand on fait la première levée de fonds, c'est de dire très bien, vous avez un super produit, vous avez un marché qui a un gros potentiel, vous avez de l'énergie, montrez qu'on peut faire quelque chose avec ça. Donc faites une équipe en gros. Et donc monter cette équipe, c'est un challenge finalement où il faut vraiment se retrousser les manches. On est entre les clients, la production, les fournisseurs, voilà, surtout dans le monde industriel. Et ce côté purement financier, finalement, ce n'est pas notre quotidien, et d'avoir cet œil externe qui nous permet de structurer ça, c'est important, puisque effectivement, au bout d'un moment, il faut mettre du fuel, et si on veut passer les étapes, si on veut effectivement avoir ces objectifs-là,
Oui, et tout en conservant en plus le fait, en ayant en tête que le dirigeant a aussi le nez dans le guidon, que son objectif c'est toujours de développer l'entreprise, donc il y a aussi l'activité courante. Une levée de fonds, ça se fait pas comme ça. Alors souvent, on se fait aussi accompagner par différents types de conseils, mais je dirais, nous, on est là aussi pour aider, pour sortir le dirigeant son nez du guidon, pour qu'il se pose certaines questions. Il y a des choses que des fois aussi on ne comprend pas et on ne va pas être d'accord. L'idée, c'est d'avoir un débat, un échange constructif. Et puis, souvent, le dirigeant nous convainc parce qu'on est convaincu. On avance ensemble et on essaie d'arriver. Alors, il y a toujours des problématiques, on essaie toujours de les résoudre. Merci. Alors, Alexandre, vous l'avez dit, aujourd'hui, vous avez des tracteurs qui sont même un peu partout en Europe. C'est ça. Ça va me permettre de donner la parole à Pascal de nouveau. Parce qu'on parlait de sur fuel. les financements européens, parce que le fuel, voilà, c'est... Exactement. Il y a une autre station-service, du coup, pour le fuel, qui est l'Union européenne. Qu'il ne faut pas négliger. Qu'il ne faut pas négliger, avec un dispositif qui s'appelle l'instrument PME, l'EIC Accelerator, donc qui va sans doute être reconduit sur la prochaine période et qui peut permettre d'avoir des subventions assez conséquentes justement dans cette phase d'accélération de l'entreprise. Et j'assure aussi, c'est la troisième porte, une autre porte d'entrée sur ce dispositif. Voilà, donc merci à tous pour ce panorama des financements Deep Tech. Si on devait conclure, on pourrait dire que la route est longue, sinueuse et consommatrice de fuel, mais que le fuel, il en existe, il est accessible. Ce qui compte, c'est d'arriver au bon endroit au bon moment pour pouvoir l'obtenir. Voilà, donc nous allons vous laisser maintenant sur le workshop numéro 3. Merci.